Et salut tout le monde, c'est une tête de Nico mal découpée sur Paint parce que j'ai la flemme d'allumer ma caméra qui est en plus très probablement déchargée. Bienvenue dans l'histoire complètement fausse, vraie. Histoire vraie. Cette nouvelle émission qui, au passage, ne contiendra probablement qu'un seul épisode, donc celui que vous êtes actuellement en train de regarder, vous permettra de découvrir une personnalité qui existe vraiment. Bon, connaissez-vous Robert Delafure ? Eh ben moi non plus. Bref, après cette blague peu drôle et beaucoup trop surexploitée, un peu comme les enfants chinois séquestrés dans ma cave, ce afin de construire des iPhones ensuite revendus sur le bon coin pour que je me fasse un maximum de thunes, je vais vous conter l'histoire de Robert Delafure, un mec banal qui a réussi à sauver la Terre d'une terrible extinction. La seule photo de lui que nous puissions avoir est celle que vous êtes en train de voir à l'écran. Mais avant, je vous propose de voir ce générique plus que qualitatif, créé par mes soins. Et c'est parti. Nous sommes en début 1982, au plein milieu de la Troisième Guerre mondiale. En effet, la guerre froide opposant les États-Unis et ses alliés, dont la France, à la Russie, se transforma en guerre chaude à cause des Russes en 1979. Guerre chaude. Tuez-moi. Bref, devenue une tension presque incontrôlable, ce à cause des bombes nucléaires et des ravages que celles-ci engendrent, une bonne partie de la planète Terre est invivable, à cause des radiations... des bombes nucléaires, c'est bien, vous suivez. Du coup, l'État américain a décidé, un peu après le commencement de la guerre, de construire une station spatiale capable de contenir toute une population. Bah ouais, c'est trop compliqué de construire des abris atomiques sous terre, hein, faut pas déconner. La station, surnommée le bunker de l'espace, est en partie financée par les Alliés, dont la France, ce qui donne un avantage à l'Europe, autorisée à évacuer dans la station géante pour survivre. Du coup, la Russie n'a logiquement pas ce privilège, ce qui diminue largement sa population, ce à cause des bombes. Cette vidéo n'a aucun sens. Bref, parmi la population évacuée, il y a Robert, alors encore dans le ventre de sa mère. Il ne sortit de celui-ci que 2 jours après l'installation dans le bunker de l'espace, le 3 février 1982. Robert vit les 9 premières années de sa vie dans la station, jusqu'à la fin de la guerre en 1991, perdu par ces connards, les Russes. Après la fin de la guerre, Robert et sa famille retournent en France à l'aide d'une capsule Vernandelt 2. Au passage, la France est l'un des seuls pays à jamais avoir été touché par les bombes. Des radiations y sont parvenues, mais rien de grave. La petite famille s'installe ensuite à Belvès, un petit village en Dordogne. Notre petit Robert est heureux, il étudie à l'école primaire de Belvès, et ce jusqu'à ses 11 ans, quand il se rend au collège Pierre Fanlac, ou Fanlac, je ne sais pas comment ça se prononce, collège de secteur. Robert a plusieurs amis, et même sa première aventure amoureuse, en classe de 4ème, mais ça, on en a évidemment rien à foutre. En juin 1996, il passe son brevet avec brio, cet événement phare qui va permettre à Robert d'aller à son lycée de secteur, le lycée du Parc, à Lyon, ville très proche de Belvès. Lors de ses années au lycée, Robert commence à avoir une véritable passion pour la comptabilité, après avoir passé son bac Attendez, je fais le calcul... En 1999, je crois, il s'inscrit au Accounting Academy à Auxerre et obtient son diplôme de comptable en 2002. En mai 2005, il est recruté en tant que comptable à Atomic Secure, célèbre compagnie de chaussettes à l'époque. Robert travaille bien et son patron lui propose de nombreuses augmentations que notre jeune comptable accepte volontiers à chaque fois. La même année, Robert rencontre Jean-Brigitte, la secrétaire du 3ème. Ouah, ils ont tous une tête de con dans cette histoire. Ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était la fille de son patron, Jean-Marc Dutroux. Les liens se renforcent de plus en plus entre les deux zigotos et ils finissent par se marier un an plus tard, en 2006, ce qui ne plaît pas à Jean-Marc. Flûte, je ne veux pas que ma fille se marie avec cette personne particulièrement laide, lance-t-il à lui-même, avant de reprendre. Soit il est bon, mais le problème c'est qu'il est moche. Alors, pour montrer son mécontentement, il ne se rend pas au mariage de Robert et Jean-Brigitte. Quelques mois plus tard, notre bon vieux Robert s'étonne de ne plus avoir d'augmentation, son salaire passant de 2500 € à 2498 € par mois. En 2008, les Delafure possèdent un nouveau fils. En 2008, les Delafure possèdent leur... En 2008, les Delafure...
En 2008, les de la Fure possèdent un premier fils, Hugues Michel. Décidément, ils ont tous un nom de merde. Pour l'occasion, ils s'installent dans une maison à la campagne, obligeant Robert et Jean-Brigitte de faire plus de route pour travailler, mais permettant au petit Hugues Michel à vivre heureux dans la campagne. Heureusement qu'Internet était moins répandu qu'aujourd'hui. Un beau matin, en septembre 2013 à 5h, Robert ne trouve pas Jean-Brigitte, mais il pense qu'elle est partie au travail plus tôt, pour je ne sais quelle raison, ou envoyée à l'hôpital suite à un accident de voiture après avoir voulu emmener Hugues Michel à l'école. Hypothèse confirmable car le petit garçon n'est pas présent dans la maison non plus. Donc rien de grave. Alors, Robert se rend au travail, confiant, mais constate que personne n'est présent. Il ne réfléchit pas et commence à travailler. Soudain, au bout de plusieurs heures de travail, toujours seul, une alarme retentit, ainsi qu'une voix. Attention, générateur en surcharge, on va tous crever. En effet, à ce moment-là, le générateur nucléaire en forme de bombe géante, permettant de fabriquer les chaussettes, a un problème technique, obligeant à Robert, seule personne présente dans le bâtiment, à le réparer. En entrant dans la salle du générateur, il trouve les cadavres de sa femme et son fils. Il se dit qu'en fait, il n'avait pas eu d'accident de voiture, et est donc rassuré. Ensuite, Robert distingue la bombe, suspendue à un grand vide, avec un compte à rebours à côté. Sur la vitre séparant la bombe à la pièce, Robert trouve un post-it, avec dessus un message écrit par Jean-Marc, en précisant que ce texte est écrit en latin, et que, fort heureusement, Robert, qui a fait latin au collège, a pu traduire ce mot, lui disant qu'il va regretter de s'être marié avec sa fille et qu'il l'a tué afin que Robert ne puisse plus l'approcher. Donc nous avons affaire à un patron psychopathe qui est prêt à tuer sa fille pour éviter qu'elle ne se marie avec un comptable. C'est génial ça. Franchement, belle ambiance. Robert découvre alors la gravité de la chose et se rend compte que le générateur nucléaire de l'entreprise n'a jamais servi à créer des chaussettes, mais était une bombe atomique depuis le début, ce pour tuer celui qui voudra épouser la fille du patron, en l'occurrence Robert, et entraînant alors la mort de toute la population après lui. Une belle connerie en soi, et donc, je me demande comment j'ai pu imaginer cette histoire ne tenant pas debout dans ma tête. Bref, Robert sort son ordinateur portable, et, grâce au saint pouvoir d'Excel, il réussit à développer un programme complexe permettant de désamorcer la bombe atomique. Pour cela, il suffit juste d'appuyer sur la touche Entrée, ce qu'il fait juste au moment où le compte à rebours affiche 1 seconde. La bombe, à présent désamorcée, n'est plus une menace pour l'humanité. Robert est donc devenu un sauveur, sans qu'aucune personne ne puisse le savoir. Jean-Marc, quant à lui, s'est sauvé aux confins de l'univers à l'aide du bunker de l'espace, alors abandonné. Fin.